Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette revue de marché de ce mardi 25 janvier 2022, Training University Center. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau briefing, cette nouvelle revue. On ne va pas trop s'attarder sur la partie fondamentale, 5-10 minutes de partie fondamentale et on passera sur la partie technique. Alors déjà, bien sûr, je vous laisse prendre connaissance, comme chaque matin, de l'avertissement légal sur les risques. Alors, des marchés qui restent sous pression aujourd'hui, après notamment une semaine, la semaine dernière, et une journée d'hier assez difficile. On va le voir dans la partie macroéconomique, notamment avec des informations à suivre. Et puis, bien sûr, nous passerons à l'analyse graphique avec certaines valeurs qui ont été sélectionnées, notamment l'action américaine Chevron, qui a publié ses résultats notamment cette semaine, le S&P 500, l'indice parisien, le CAC 40, et bien sûr une paire de devises, le GBP/NZD. Les marchés, donc, qui tentent de se maintenir, des rebonds techniques intéressants, les contrats futurs américains également en baisse sur des graphes en weekly, mais il y a tentative de rebond, des rebonds techniques aussi qu'on verra aussi sur la partie du S&P 500. Les cryptos et le Bitcoin notamment sont précurseurs qui tentent également de repartir avec notamment un rebond sur la zone des 35 000. Donc, comme je vous l'avais évoqué, une semaine assez chargée, dernière semaine de janvier, notamment avec notamment demain la Fed, la Réserve fédérale américaine, qui démarra à partir d'aujourd'hui, mais la conférence de presse aura lieu demain. Vous aurez également, bien sûr, la saison des résultats, la suite des saisons des résultats, les conflits entre la Russie et les États-Unis et bien sûr l'Europe. Ce qui intéressera surtout le plus les marchés, c'est bien évidemment demain la Fed, la Réserve fédérale américaine. On va en parler bien sûr dans cette première partie. On passera bien sûr dans la partie technique. Alors, comme vous l'avez évoqué, effectivement, ce conflit entre la Russie et les États-Unis qui ont tout simplement demandé aux diplomates qui sont en Ukraine donc de rapatrier leur famille, en tout cas de quitter l'Ukraine avec des risques de guerre. On voit donc aujourd'hui pas d'avancée significative, toujours les troupes russes qui sont proches de la frontière ukrainienne. Ce conflit, bien sûr, entre la Russie et les États-Unis qui pourrait donc impacter beaucoup plus l'Europe, puisqu'il faut savoir que l'Europe, plutôt l'Union européenne, est très dépendante du gaz russe. Et donc, bien sûr, ces conflits, ces tensions entre les États-Unis et la Russie sont plus du fait de deux conflits économiques, de conflits donc, sur le marché de l'énergie, puisque la Russie et Nord Stream 2 pourraient permettre justement d'accélérer l'approvisionnement de gaz vers l'Europe. Les États-Unis, gros producteurs de gaz et exportateurs importants, hein. Également, on voit ici qu'une menace, en tout cas une possibilité d'avoir une réduction de la demande en provenance d'Europe. Pardon. Donc, il y a ces conflits pardon, du fait de l'Ukraine, mais il y a également derrière un conflit économique et donc les États-Unis continuent bien sûr d'appuyer, de menacer de sanctionner sans précédent. C'était ça la semaine dernière. Si la Russie pardon, bougeait en Ukraine et puis l'Europe, donc je vous disais qu'il pourrait effectivement, l'Europe qui pourrait pâtir de cette augmentation, en tout cas plutôt de cette réduction de l'approvisionnement de gaz russe et l'augmentation bien sûr du prix du gaz, bien entendu. Donc voilà un peu où nous en sommes. Pas d'avancée significative si ce n'est les États-Unis qui demandent donc aux diplomates installés en Ukraine de quitter le pays pour des risques importants. Ça, c'est au niveau du conflit entre la Russie et les États-Unis. Alors, autre point important que je vous avais évoqué en introduction, c'est bien sûr la saison des résultats également qui va être suivie par les marchés, notamment avant, bien sûr, demain, mercredi, le rendez-vous important. Donc, on aura donc de nombreux résultats en début de semaine et notamment hier, on a eu IBM aux États-Unis avec de bons résultats, même s'il y a eu un recul de 0,4% avant la publication à la clôture de Wall Street. Aujourd'hui, ça sera Microsoft, Johnson Johnson, Verizon, American Express, General Electric ou encore EasyJet en Europe. Demain, mercredi, on regardera Tesla, Intel, AT&T, Boeing ou encore. Et je dis, bien sûr, on aura beaucoup de gros noms. Donc, je donne les gros noms pour le moment. Mais il y a effectivement d'autres résultats, un nombre de résultats extrêmement importants. Donc, je le disais, donc aujourd'hui, jeudi, pardon, on suivra également Apple
Apple, pardon, mercredi à la clôture de Wall Street, vous voyez marqué after close, c'est-à-dire après la clôture de Wall Street, on aura Apple, vous aurez Visa jeudi, LVMH en Europe. Voilà, donc sur tout ce qui est, tout ce qui est également Mastercard, McDonald's, SAP ici en Europe aussi, Unicredit ou même ST Microelectronics. Donc voilà un peu cette évolution au niveau de la saison des résultats. Donc ici aussi, la Réserve fédérale, on aura tout de même jusqu'à mercredi avant l'ouverture de la bourse américaine des noms importants. On suivra bien sûr aujourd'hui Microsoft avant le tour d'Apple, donc en fin de semaine, et Tesla également. Alors mercredi, généralement après la fermeture des marchés, donc bien sûr après la Fed de demain. Tesla aussi qui sera suivi également par rapport au Bitcoin. Il faut savoir que je vous rappelle que Tesla avait acheté 1,5 milliard de dollars de Bitcoin qui avait seulement revendu une petite partie, pardon, mais ce coût d'acquisition est à hauteur de 38 000 dollars. Donc, nous sommes actuellement à peine aux alentours des 35 000 dollars sur le Bitcoin, donc une moins-value latente. On verra en tout cas ce qui sera sur le compte de l'entreprise Tesla. On suivra s'il y a justement des commentaires en ce sens. D'autres sociétés sont impactées par cette chute du Bitcoin. On pense aussi à MicroStrategy qui a tout simplement 95% de son bilan en Bitcoin et qui a toutefois un prix d'achat plus intéressant d'environ 30 000, 30 500 dollars. Donc, ils sont toujours positifs. Et puis, bien sûr, vous avez le pays du Salvador. Le Salvador, bien entendu, qui lui a un prix moyen supérieur à 40 000 dollars. En tout cas, le président du Salvador a annoncé cela. On verra dans la partie plutôt économique, la partie également technique, on verra dans un second temps sur le Bitcoin. En tout cas, est-ce qu'ils vont faire un nouveau rachat, le Salvador, mais à un prix au-dessus du prix actuel, mais surtout Tesla, justement, ce qui peut nous intéresser, c'est les commentaires avec cette moins-value latente sur leur acquisition de Bitcoin et MicroStrategy, bien sûr, qui donnera également ses résultats très bientôt. Voilà, en tout cas, la saison des résultats qui devrait être suivie avec notamment des valeurs de croissance et ces perspectives de croissance pour essayer donc de justifier cette valorisation qui dépasse l'entendement sur certaines valeurs et notamment non pas de très grosses, des très grosses valeurs comme Apple, Microsoft ou même Tesla, qu'il faut savoir qu'à elles seules peuvent bouger le Nasdaq, voire le S&P 500, mais plutôt les valeurs qui valent encore des dizaines, voire des centaines de milliards de dollars, sans réellement avoir des revenus qui justifient un petit peu une valorisation aussi excessive. Comme je vous le disais juste avant, donc bien sûr la Réserve fédérale va intervenir demain. Donc ça c'est un grand rendez-vous. C'est demain soir, mercredi. Ici on a les perspectives de hausse des taux pour juillet. Donc c'est mardi, mercredi. C'est aujourd'hui et demain avec donc bien sûr la conférence de presse qui aura lieu demain. Le premier FOMC de 2022, on devrait avoir donc une hausse de taux ça sera pour le mois de mars. Donc, le mars prochain, il devrait y avoir, donc, en tout cas, c'est ce qu'a pricé le marché, qui pour le moment une hausse de taux à chaque FOMC, donc 3 hausses de taux d'ici le mois de juillet. C'est ce que l'on voit en tout cas dans les perspectives ici, dans la Fed, le CME Fed Watch. Donc en juillet, pourquoi juillet? Parce que normalement, cela devrait être une date à laquelle la Fed pourrait commencer la réduction de son bilan, même si pour le moment, elle continue d'augmenter la taille de son bilan de près de 9 000 milliards de dollars. Il y a toujours, bien sûr, ces rachats d'actifs, il y a toujours des taux proches de zéro. Donc, toujours une politique monétaire extrêmement accommodante, alors que nous avons une inflation qui se poursuit. Et donc, juillet, qui est normalement la date anticipée pour le début de la réduction de son bilan. Nous pourrions être à peu près de 43, 43% sur des taux qui, 43, si on regarde bien aux alentours des 43,2%, comme vous le voyez en bas, sur des taux qui sont entre 0,75 et 1%, contre 0 et 0,25% actuellement. Donc, une première et deuxième voire troisième hausse de taux qui pourrait être décidée dès juillet, pardon. Voilà un peu les perspectives pour mars, c'est 0,25 à 0,50% à 90%
donc quasiment sûr que nous aurons une hausse de taux au mois de mars et puis une accélération par la suite. Il y a également en mars la fin donc, des rachats d'actifs qui devraient être opérés. Donc ici, ce sera mardi et mercredi. Donc Jérôme Powell pourrait jouer également le calme sur les marchés en vue de la chute que nous avions eue entre la semaine dernière et hier. Il pourrait utiliser des justifications sur le fait que nous voyons un ralentissement, notamment de la croissance économique, également aux États-Unis sur certaines statistiques, et bien sûr l'incertitude du fait d'Omicron, du fait qu'Omicron qui n'est a priori pas beaucoup d'impact significatif, mais quand même la Fed pourrait l'utiliser comme justification éventuelle pour calmer un peu les marchés, mais également tout ce qui est chaînes d'approvisionnement qui sont toujours sous pression. Donc voilà la Fed, comment elle pourrait essayer de calmer un peu les marchés, surtout si la baisse se poursuit en début de semaine. On le verra bien sûr sur la partie technique, notamment les indices américains qui sont venus casser des plus bas depuis plusieurs mois. On verra sur la partie technique, notamment sur l'indice de la finance mondiale, le S&P 500. Voilà, donc les perspectives pour juillet, mars, à 90% de probabilité d'avoir une hausse de taux et normalement la fin du quantitative easing, donc la fin du rachat d'actifs qui était de 120 milliards de dollars par mois jusqu'à la fin de l'année dernière. Donc voilà sur la partie de la Fed. Autre événement, autre information que nous suivons bien sûr d'un coin de l'œil, c'est bien sûr la pression, on va dire, le Royaume-Uni, donc le Premier ministre Boris Johnson, qui est toujours sous pression avec les informations que nous avions eues, et même les personnes de son parti pourraient vouloir que Boris Johnson quitte le pouvoir. Donc ça, il faudra bien évidemment le suivre avec beaucoup d'attention. Donc concernant la livre sterling, donc ça c'est la partie du Royaume-Uni, et du côté de l'Italie, c'est bien évidemment les élections donc du président qui est un petit peu moins en avant, c'est Mario Draghi, l'ancien président de la BCE. Donc pour le moment, qui est Premier ministre, qui pourrait être élu par la suite. Donc président suivra. Voilà, ça, il faudra effectivement le suivre. Ces élections en Italie qui débutent cette semaine. Donc voilà pour la partie macroéconomique. Au niveau de l'agenda économique, l'agenda boursier, donc pas énormément d'annonces économiques, excepté donc l'IPC qui est sorti positif concernant le dollar australien à 1h30. Vous avez l'IFO du climat des affaires en Allemagne, donc ça concernera l'Europe et bien évidemment le DAX, qui tente un rebond, l'indice le plus prisé des investisseurs, le DAX allemand, qui commence un petit peu à repartir, la confiance des consommateurs aux États-Unis à 16h. Sur la partie technique, voici les programmes que nous allons voir aujourd'hui. Donc Chevron, le S&P 500, le CAC 40 et GBP NZD. On va passer donc sur l'action américaine Chevron qui publiera donc ses résultats cette semaine. Alors il faut savoir que, alors attendez, je vais vous mettre d'abord sur la partie technique. On va travailler d'abord sur Chevron. Hop. Hop. Voilà. Alors, avant de passer sur la partie technique, il faut savoir que donc, Chevron publiera ses résultats du quatrième trimestre, donc ce vendredi, avant l'ouverture du marché américain. Il faut savoir que Chevron est une entreprise américaine, c'est du pétrole et du gaz, qui devrait afficher un BPA, donc un bénéfice par action de 3,11 dollars pour un chiffre d'affaires de 44,59 milliards de dollars, en tout cas selon les prévisions du consensus des économistes. Dans sa dernière mise à jour, la société donc d'énergie, de produits chimiques et bien évidemment de pétrole a déclaré qu'elle prévoyait d'utiliser des bénéfices exceptionnels pour faciliter les rachats d'actions. La flambée donc, des prix de l'énergie, notamment du pétrole, stimule un petit peu les flux de trésorerie de l'entreprise. Elle envisage également d'étendre un petit peu son programme de rachat d'actions après que la flambée des prix du gaz naturel et des rendements du raffinage, donc du pétrole, ait porté donc le flux de trésorerie disponible à un niveau record au cours du troisième trimestre. Il faut savoir que les prix du pétrole, en tout cas le brut américain, est maintenant environ 70% supérieur à ce qu'ils étaient en début de 2020. En tout cas, c'est ce qu'a déclaré l'AIEE, c'est-à-dire l'Agence internationale de l'énergie, ce qu'elle a déclaré la semaine dernière. L'action
Chevron a clôturé hier à hauteur de 127,18%, soit une hausse de quasiment plus de 27% au cours des 6 derniers mois. On va regarder sur la partie technique. Alors, à gauche, vous avez la partie mensuelle. Au milieu, vous avez la partie hebdomadaire. Et à droite, vous avez la partie journalière. Donc, comme vous pouvez le voir, ce qui est intéressant d'abord, c'est que, alors déjà, avant toute chose, je vais agrandir la partie ici. Donc, vous avez, qu'est-ce que vous avez? Vous avez ici ce qu'on appelle un double bottom. Donc, un double bottom, c'est une forme de W, un double bottom. Donc là, vous avez le W, vous avez ce qu'on appelle un pullback et généralement, le marché a tendance à accélérer derrière pour chercher les objectifs. Alors, juste avant de parler d'objectifs, je vais vous montrer à quoi ressemble une figure en double creux, donc en double bottom, si j'arrive à vous trouver le schéma. Voilà. Donc, le schéma est là. Hop. Donc là, vous avez effectivement la même configuration. En tout cas, ça ressemble beaucoup à ce genre de configuration, donc en W, pullback et une accélération. L'objectif, c'est ce que vous avez ici, vous le reportez au-dessus. C'est à peu près ce que vous avez là, hein, c'est-à-dire que vous avez là le W ici, pullback, et normalement, le marché a tendance à accélérer. Pour chercher les objectifs, c'est simple, vous prenez exactement ce que vous avez à l'intérieur du W. D'accord, donc là, j'ai pris la distance entre la ligne de coup, vous avez ici en résistance rectangulaire et vous le reportez au-dessus. Ça sera les futurs objectifs de l'action Chevron. L'action, effectivement, a atteint son objectif, peut aller chercher encore plus haut, puisque là, on a une très, très forte impulsion haussière. Donc, pour ceux qui avaient vu il y a quelques temps de cela que on avait cherché cette ligne de coup depuis août 2021, voire septembre 2021. Effectivement, on a atteint l'objectif. Là, l'objectif du marché, c'est bien évidemment casser cette résistance et aller plus haut. On va regarder en hebdomadaire. En hebdomadaire, on a effectivement ici le rebond que vous avez eu ici avec le pullback en mensuel. L'objectif, c'est d'aller chercher cette zone de résistance aux alentours des 133, une zone qui a été déterminée la semaine de janvier donc début janvier 2018. Donc, ça sera le futur objectif de l'action Chevron. À noter que là, bien évidemment, vous avez une résistance oblique qui a été cassée la semaine du 8 novembre 2021. Et là, on a tout simplement accéléré derrière. Maintenant, voilà, les objectifs c'est d'aller chercher cette résistance autour des 133. On va regarder en journalier ce que nous pourrions avoir. Alors là, effectivement, on tente un petit repli sur cette zone de support. Alors, la vraie zone à laquelle il est possible d'acheter du chevron, ça serait bien évidemment de l'action chevron, ça serait plutôt sur cette zone que vous avez ici en orange, qui est une zone d'achat aux alentours des 121. Ça serait un très très bon point d'achat. Bien évidemment, il faudra attendre la clôture pour pouvoir effectivement vous positionner, soit même aller directement sur du H4, c'est-à-dire une analyse graphique 4 heures pour vous confirmer votre prise de décision. Si effectivement sur H4, vous avez un blocage sur cette zone en orange, donc ce qu'on appelle la Kijun-sen, le marché a tendance à repartir là-dessus et donc ça serait un point d'achat intéressant. Concernant les préconisations, donc Trading University, de Trading Central, on va regarder ensemble ce que préconisent donc les analystes. Tant qu'on est au-dessus des 120, donc la dernière analyse a été faite hier en daily, donc chaque bougie représente une journée de cotation. Là, l'objectif, c'est d'aller chercher les 132,30, voire les 134,50 dans un premier temps, tant qu'on est au-dessus des 120. En revanche, si on passerait et on casserait les 120, bien évidemment, on pourrait aller chercher les 116,30, voire les 114,10. Mais le scénario principal, c'est bien évidemment d'aller chercher cet objectif aux alentours des 132,30. On passe sur l'indice de référence de la finance mondiale, le S&P 500. Alors, juste un instant. Alors, le S&P 500, hop. Alors, on va passer sur l'indice américain. Voilà, l'indice américain. Alors, le S&P 500 qui tente un rebond aujourd'hui. Qui tente un rebond. Alors, on a une divergence baissière ici. Alors, comme vous voyez, donc à gauche, vous avez bien sûr
le graphique en mensuel. Et là, effectivement, on a eu une divergence baissière. C'est ce qui peut annoncer la chute sur le S&P 500. Mais attention, la chute d'hier ne veut pas dire forcément que le marché va continuer à chuter. En réalité, tant qu'on n'a pas cassé, vous voyez ici la zone que vous avez en bleu, ce qu'on appelle la Tenkan-sen avec l'indicateur Ishimoku, le marché reste toutefois haussier. Parce que si la fin du mois, on reste au-dessus de cette zone, qui serait aux alentours des 4400, aux alentours des 4420, 4450, le marché a un potentiel pour pouvoir effectivement repartir à la hausse le mois suivant. On va bien évidemment assister à la conférence de presse de demain, notamment de Jérôme Powell. Là, on en saura bien évidemment un peu plus. En tout cas, voilà, la partie technique que vous avez ici sur le S&P 500, notamment la Tenkan-sen, pour l'instant ne peut pas confirmer une confirmation comme quoi le marché va continuer à baisser. Si effectivement on passait sous cette zone-là que vous avez, donc la zone de support, on pourrait y chercher beaucoup plus bas. Notamment, alors si je regarde un petit peu les zones de Fibonacci qu'on peut avoir ici, donc là, le marché est en train de repartir sous la zone des 200% à 4595. On repasse en dessous. Maintenant, effectivement, le marché n'est pas encore terminé. La bougie n'est pas terminée. On va regarder en hebdomadaire ce qu'on peut avoir. Donc là, vous avez la bougie, voilà, la bougie d'hier. Vous avez, ça c'est la bougie de la semaine dernière, pardon. On tente un rebond technique. Est-ce que le marché va tout simplement chercher un rebond technique ici? Il faut savoir que cette semaine, donc c'est la dernière semaine du mois. Est-ce qu'on tente un rebond ici? Et donc, bien évidemment, quand on regarde du mensuel, ça passerait au-dessus de la zone que je vous ai montrée. Si on passe au-dessus de cette zone-là, bien évidemment, le marché pourrait continuer la semaine prochaine, voire le mois suivant. En revanche, si on tente un pullback et qu'on passe en mensuel en dessous, alors là, ça peut être intéressant pour travailler les zones baissières. Ici, vous avez le S&P 500 sur du court terme, donc en journalier. Ici, vous avez un support oblique qui a été franchi. Vous voyez qu'on est sur une zone de support ici, une zone intéressante. C'est pour ça que le marché tente de repartir. Si vous voulez chercher des options, c'est les 4500. Voilà, 4500, 4400 et 4500, voire 4510, ça serait la zone à laquelle le marché pourrait continuer. À ce niveau-là, on pourrait repartir à la baisse. On voit que cette zone que je viens de vous tracer, c'est la zone de support. Tant que ça tient, pour le moment, le marché reste à la hausse, en tout cas sur du court terme. On va regarder ensemble ce que préconisent les analystes trading central. Ils envisagent sur du court terme un objectif à la hausse à 4425, voire 4484, tant qu'on est au-dessus donc des 4267. On va regarder ensemble l'indice parisien, le CAC 40. Le CAC 40 qui s'est écroulé quasiment de 4% hier, sous les 6800 points, au plus haut bas depuis décembre. Depuis décembre 2021, le CAC commence un petit peu à rebondir, même si là pour l'instant on a une bougie rouge sur fond des prises de bénéfices, et suite bien évidemment à une remontée des bourses américaines après la clôture des places européennes. On a un début de séance qui est quand même, voilà, qui commence un petit peu à repartir. Je reviens un petit peu sur voilà, les propos de Joe Biden avec les dirigeants européens lundi après-midi, alors que les États-Unis envisagent de déployer du personnel et des équipements militaires dans la région, dans un contexte de détérioration rapide entre la Russie, entre l'Ukraine et la Russie. Donc ça pourrait effectivement impacter, bien sûr, les États-Unis, ça pourrait impacter l'Europe aussi. Sur du mensuel, alors qu'est-ce que nous avons? Nous avons effectivement toujours, comme je vous l'ai montré sur le S&P 500, l'USA 500, la zone que vous avez ici en bleu, ce qu'on appelle la Tenkan-sen, tant qu'elle tient, le marché reste haussier, même s'il y a eu effectivement une chute de plus de 4% hier. Le marché pour l'instant tient cette Tenkan-sen, donc on n'a pas cassé. À la fin du mois, on en saura un peu plus, mais c'est vrai que si le CAC 40 passe sous ce niveau-là, tout nous porte à dire qu'on pourrait avoir un retracement vers les 6110, voire les 6020.
qui serait un point d'achat intéressant. Ici, vous avez ce qu'on appelle un double bottom, comme je vous l'ai montré sur la partie donc, de l'action chevron. Vous avez effectivement ici donc, un double bottom avec une ligne de coup là, avec une accélération. Et donc, le marché pour l'instant, est sous pression dans le sillage un petit peu des places américaines. On va regarder sur de l'hebdomadaire. Donc, en hebdomadaire, on a pour l'instant 3 bougies rouges qui sont en train de se finaliser. Le marché tente un rebond vers les 6890. Alors, ça peut être intéressant parce que ça pourrait être un point d'achat par la suite. Si effectivement, en fin de semaine, donc vendredi, on a une clôture au-dessus des 6890, on pourrait avoir une semaine intéressante la semaine prochaine. Enfin, en journalier, je vais vous montrer ça tout de suite. On a des gaps intéressants ici. Le gap qui a été bouché, qui a été fermé là. Là, celui-ci a été fermé. Donc, les gaps, pour l'instant, ont été fermés. Pardon. Donc là, le marché tente un rebond sur la zone de nuage ici, qui est également un support. Voilà, donc là, pour l'instant, rien à dire sur le graphique en journalier. On est survendu ici, le RSI est survendu, on est à l'intérieur du nuage. Voilà, on tente un rebond. Si effectivement, ça va confirmer un petit peu le graphique hebdomadaire, où là, effectivement, ça pourrait donner des signes plutôt positifs pour la semaine suivante. En tout cas, voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir un petit peu la clôture de cette bougie mensuelle. Est-ce qu'on va passer en dessous cette Tenkan-sen ou on reste au-dessus et donc pourrait donner des signes positifs pour la semaine prochaine. On va regarder ensemble ce que préconise l'analyste Training Central qui envisage une hausse. En tout cas, alors attention, là, on est sur du très court terme puisqu'on est sur du 30 minutes. Tant qu'on est au-dessus des 6752, l'objectif c'est 6955, 7017. En revanche, si on passait en dessous des 6752 sur du court terme, là, on pourrait avoir un retracement vers les 6708. Pardon, on n'arrive pas à voir le deuxième, voire les 6655. On passe en dernier lieu, sur une paire de devises GBP-NZD. GBP-NZD qui est un actif assez intéressant au niveau technique. On va regarder ça ensemble. Mensuel. Alors, sur du mensuel, on a effectivement ici, pareil, un peu comme je vous l'ai montré avec les précédentes configurations, on est sur ce qu'on appelle un double bottom. Là, la cassure est en train de se faire, en tout cas en mensuel. Donc, généralement, on a une cassure ici. On peut avoir ce qu'on appelle un pullback, c'est-à-dire revenir sur cette ancienne résistance qui a été franchie et accélérer derrière. En tout cas, c'est ce qu'on peut aller chercher. Maintenant, en termes d'objectifs, c'est un peu comme je vous l'ai montré, c'est-à-dire que vous reportez à l'intérieur de cette ligne de coup la distance que vous avez entre le point le plus bas et cette ligne de coup et les chercher des objectifs au-dessus. Donc, si on regarde un petit peu plus sur du moyen terme, l'objectif, c'est d'aller chercher plus ou moins cette résistance aux alentours des 2,08, ce qui fait quasiment 700 points à aller chercher. Intéressant comme configuration, bien évidemment, il faudra attendre la fin du mois pour en savoir est-ce qu'on a cassé ou pas cette zone que nous avons ici, ce qu'on appelle une zone de résistance. Effectivement, si c'est le cas, à ce moment-là, on pourrait avoir une nouvelle accélération pour le mois prochain. Ce qui est également intéressant, c'est qu'on n'est même pas suracheté. Vous voyez que sur le RSI ici, on n'est pas suracheté. Donc, on est au-dessus des 50, donc au-dessus de la zone de neutralité. On regarde ensemble en hebdomadaire ce que nous pouvons avoir. Donc, je vais vous agrandir cela. En hebdomadaire, on a ce qu'on appelle ici un V-bottom. Donc, un V-bottom, je vous rappelle qu'est-ce que c'est. Donc, on a un V-bottom un peu comme ce que vous avez ici, c'est-à-dire que généralement, on a à l'intérieur, ça rentre comme ça, on a un V, comme vous l'avez ici, donc ce qu'on appelle un V de retournement. Généralement, c'est suivi d'un pullback, un peu comme vous l'avez ici, et après une accélération derrière. Et après, au niveau des objectifs, c'est souvent les objectifs que vous avez ici. Ce que vous avez à l'intérieur, vous le reportez au-dessus pour aller chercher les objectifs. Pour le moment, le marché consolide un petit peu. Pourquoi? Parce que déjà, on est survendu ici. Deux, on a une résistance intéressante là. Donc, le marché a besoin un petit peu de respirer. En tout cas, ça porte à dire qu'on peut avoir une petite phase de respiration pour pouvoir repartir derrière. Donc, l'objectif, c'est de se dire on peut avoir un petit retracement et accélérer un peu dans le sillage de ce qui se passe en mensuel, puisque l'objectif n'a pas encore été atteint, notamment au niveau de ce V-bottom. Enfin, on va regarder sur du journalier. Pourquoi le marché a besoin de respirer? Parce que sur du journalier, on a ce qu'on appelle une divergence baissière. Rappel de ce qu'est une divergence baissière. Donc, une divergence baissière, c'est quand vous avez des pics
ici de plus en plus haut. Vous voyez, vous avez un pic là, vous avez un pic là, un peu comme vous l'avez ici. Et là, vous avez des pics dans l'indicateur qui sont de plus en plus bas, un peu comme vous l'avez ici. Donc, généralement, on suit l'indicateur. Donc, le marché doit respirer un petit peu. Donc, respire un petit peu et éventuellement repartir pour effectivement confirmer cette configuration graphique en divergence baissière. On va regarder ensemble ce que préconisent les analystes trading central sur du moyen long terme, puisqu'on est sur un graphique en daily, non pas un graphique en 30 minutes, tant qu'on est au-dessus des 1,9874, qui pourrait également être un stop loss, un niveau de stop que vous pouvez mettre. L'objectif, c'est les 2,0534, voire les 2,0697. Voilà pour ce mardi 25 janvier 2022. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et je vous dis à demain pour une nouvelle revue.